Nous sommes habitués à l'idée que chaque moment de notre vie peut être capturé simplement en sortant un smartphone de notre poche. Bien sûr, cela n'a pas toujours été le cas. À l'époque de l'invention de la photographie, chaque photo valait son pesant d'or, et tout le monde ne pouvait pas se permettre un portrait de famille. Dans cette collection, je vous invite à plonger dans le passé et à vous familiariser avec des photographies uniques des années révolues. Admirez la vue. Sur cette photo du début du XXe siècle, deux femmes sont capturées. La combinaison de regards sévères, de cheveux extrêmement longs et lâches et de robes flottantes les rend quelque peu étranges. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai immédiatement pensé au film d'horreur japonais The Ring. Le principal vilain du film, Sadako Yamamura, avait également de longs cheveux et portait une robe ample. Bien sûr, croiser des femmes avec de si longs cheveux de nos jours est rare, mais les choses étaient différentes autrefois. Les cheveux longs et épais ont longtemps été associés à la beauté et à la féminité. De plus, les longs cheveux avaient une certaine signification sacrée. Les gens croyaient que la force et l'énergie y étaient en un contenu. Les femmes mariées coiffaient toujours leurs cheveux lorsqu'elles quittaient de la maison, et seules les petites filles sortaient avec les cheveux lâchés. Les femmes sur la photo ont de beaux cheveux épais, dont elles étaient probablement fières. Peut-être que si elles avaient souri, la photographie ne semblerait pas si lugubre. Sur le forum Reddit, une jeune femme a posté une photographie montrant son grand-père aux côtés d'Albert Einstein. Cette photo a été prise à New York en 1941, un an après qu'Einstein ait obtenu la citoyenneté américaine. Les utilisateurs ont noté la ressemblance du grand-père avec le grand physicien, ainsi que la chance qu'il avait d'avoir conversé avec une véritable légende. Sans aucun doute, cela est vrai, car Einstein était l'un des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité. Il a grandi à une époque de progrès technologique. À cette époque, les scientifiques faisaient de nombreuses découvertes. Cependant, avant Einstein, personne n'offrait une nouvelle perspective sur notre univers. Grâce à lui, le monde a appris la théorie de la relativité, la loi d'équivalence de la masse et de l'énergie, les lois de l'effet photoélectrique, et bien plus encore. Le deuxième prénom d'Einstein est Génie. Il est l'auteur de plus de 300 articles scientifiques sur la physique, ainsi que d'articles et de livres sur la philosophie et le journalisme. Il a reçu des doctorats honorifiques d'environ 20 universités de premier plan à travers le monde. Et bien sûr, il a reçu le prix Nobel en 1922. Je crois que vous conviendrez que la jeune femme qui a posté la photographie de son grand-père avec Einstein a toutes les raisons d'être fière de cette photo. En regardant ces photographies, il semble qu'elles ne capturent pas de simples bûcherons, mais plutôt des nains. Et tout cela parce que les arbres abattus en arrière-plan sont des séquoias gigantesques. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les gens continuèrent à explorer le territoire de la Californie. La ruée vers l'or ne suffisait pas. Dans leur quête d'argent, les chercheurs d'or se reconvertirent en bûcherons. Dans les années 1850, la forêt de séquoia en Californie couvrait une superficie de plus de 8000 km². Mais tout a changé après que les gens ont commencé l'abattage actif des forêts de séquoia, qui a continué jusqu'au milieu du XXe siècle. Tout cela a conduit à ce qu'il ne reste plus que 500 séquoias en Californie. Les séquoias sont de véritables géants parmi les arbres. Leur hauteur peut dépasser 100 mètres. Par exemple, un séquoia nommé Hyperion mesure un peu plus de 115 mètres. Le séquoia le plus volumineux est connu sous le nom de Del Norte Titan. Son diamètre mesure 7,22 mètres. De nos jours, sur le versant ouest de la Sierra Nevada, se trouve le parc national des séquoias, créé spécifiquement pour préserver cet arbre incroyable. Cette photographie a été prise en 1838 par le photographe français Louis Daguerre. Elle capture le boulevard du Temple à Paris. Cette ancienne photo est connue depuis longtemps, mais elle a récemment regagné en popularité, et voici pourquoi. Un blogueur observateur nommé Guy Termond a remarqué que deux taches noires ressemblant à des figures humaines sont présentes dans le coin inférieur gauche de la photographie. Des chercheurs de l'université de Rochester se sont intéressés à cette observation. Ils ont expliqué qu'en utilisant de multiples agrandissements du daguerréotype, ils ont pu confirmer qu'il y avait effectivement des personnes sur la photo. Il s'avère que Daguerre a capturé un piéton qui s'était arrêté à côté d'un garçon de course. Mais comment a-t-il pu se faire que seules ces deux personnes apparaissent sur la photo alors que le boulevard était animé?
Le même blogueur observateur a répondu à cette question. Il a expliqué qu'à cette époque, les photographes prenaient des photos avec un temps d'exposition très long. Parce que ces deux personnes étaient immobiles, elles ont été capturées dans le cadre, tandis que le reste des piétons sur le boulevard était en mouvement. La photographie capture des garçons et des filles joyeux. Ils rient joyeusement de quelque chose et semblent être des personnes bienveillantes. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'ils travaillaient tous dans l'un des camps de concentration? Chacun d'eux a participé au génocide connu sous le nom d'Holocauste. Sans aucun doute, il est impossible de blâmer tous les employés des camps de concentration pour les atrocités. Les gens en Allemagne nazie ont été littéralement lavés de cerveau. Le régime d'Hitler a inculqué des idées terribles, poussant au meurtre et à l'abus de tous ceux qui n'appartenaient pas à la race aryenne. Bien sûr, ce fait n'excuse aucun des participants à l'Holocauste. Peu importe ce que dictent les autorités, chaque personne doit comprendre qu'aucun d'entre nous n'a le droit de prendre la vie d'une autre personne. Peut-être que la période la plus sombre de l'histoire de la photographie a été celle de l'ère victorienne. Au XIXe siècle, une étrange tradition est née dans la société européenne. Prendre des photographies de personnes décédées. Pour nous, cela peut sembler horrible, mais à cette époque, cette pratique était populaire. La première photographie dans ce style est considérée comme étant autoportrait en homme noyé, créé en 1840 par le photographe français Hippolyte Bayard. Cependant, dans cette photographie, il pose simplement comme une personne décédée, mais les gens étaient intéressés par cette idée. À la fin du XIXe siècle, beaucoup prenaient des photographies post-mortem de leurs proches. Cette pratique avait même ses propres particularités. Les adultes étaient généralement photographiés en position assise. Ils étaient vêtus de beaux habits. L'espace autour des femmes était décoré de fleurs, et du fard à joues était appliqué sur leurs joues. Les enfants décédés sur les photographies pouvaient adopter diverses poses, mais plus souvent comme des adultes, assis sur des canapés ou des chaises. Des jouets et des fleurs étaient disposés à côté des petits. Parfois, les parents s'asseyaient à côté d'eux pour obtenir une photographie conjointe avec l'enfant décédé. Avec le temps, les photographes ont inventé une structure spéciale qui permettait de photographier les défunts debout. En regardant de telles photographies, il est presque impossible de deviner que la personne est décédée. Bien que les photographies post-mortem victoriennes puissent sembler macabres pour nous, capturer sa famille était un luxe coûteux à cette époque. Par conséquent, les gens réservaient cette option, pour ainsi dire, pour les dernières ressources. Grâce à ces photographies, les gens conservaient des souvenirs de leurs proches décédés. Numéro 7. Imaginez conduire à travers le paysage désertique du Nevada pendant une période prolongée, et tout à coup, vous apercevez une petite ville. Vous décidez d'y entrer pour vous reposer, mais il s'avère que les bâtiments sont vides, sauf pour des mannequins. Ça fait un peu peur, n'est-ce pas? En réalité, une telle ville a existé. Au début des années 1950, les États-Unis ont mené des tests d'armes nucléaires. Un établissement a été construit dans le Nevada, qui était une réplique exacte d'une ville américaine moyenne. De plus, des bâtiments de style européen, des fortifications, des routes et des stations-service ont été construits. Cet établissement s'appelait Doomtown et a été construit pour étudier les effets des ondes de choc et de la radiation. Fait intéressant, les bâtisseurs ont réussi à recréer l'atmosphère d'une ville résidentielle. Dans chaque bâtiment se trouvèrent des mannequins, qui imitaient de vraies personnes. Ils étaient habillés et chacun était occupé à faire quelque chose. Certains dînaient à une table, tandis que d'autres dormaient dans un lit. La ville a été construite dans le cadre du programme Threshold. Avec son aide, l'armée a essayé de comprendre si la population de n'importe quelle ville pouvait survivre à une explosion de bombes nucléaires se produisant à 5 km de l'établissement. Une fois tout prêt, une véritable explosion a eu lieu non loin de Doomtown. Après cela, l'armée est allée vérifier ce qui s'était passé avec la ville et les mannequins. Les conséquences de cette explosion ont été capturées en photographie et vidéos, qui peuvent maintenant être facilement trouvées sur Internet. Aujourd'hui, dans l'industrie de la photographie, il y a une forte demande pour des séances photos d'enfants. Les parents peuvent choisir n'importe quelle image pour leur enfant, le studio photo et les options de retouche. À la fin du XIXe siècle, rien de tout cela n'existait. De plus, la photographie n'était pas prise en une fraction de seconde, comme c'est le cas maintenant, mais avec une longue exposition. Le temps d'exposition variait alors de 10 à 30 secondes. Pendant ce temps,
La personne photographiée devait rester complètement immobile pour que la photo ne soit pas floue. Et tandis qu'un adulte peut faire cela, il est impossible d'imaginer un bébé assis dans une seule position aussi longtemps. Alors comment les petits-enfants étaient-ils photographiés à l'époque victorienne? Dans l'histoire de la photographie, il existe un terme appelé mère cachée. Il est utilisé pour désigner un sous-genre de la photographie précoce. Dans de telles images, la mère du bébé le tenait pendant la longue durée d'exposition. Puisque la photographie était censée montrer uniquement l'enfant, la mère était recouverte de divers tissus lourds. Ainsi, les femmes tenant leurs enfants étaient appelées mères cachées. Bien sûr, maintenant nous voyons qu'une personne se cachait derrière le tissu. Mais au XIXe siècle, il n'y avait tout simplement pas d'autre moyen de prendre un portrait de bébé. Cette photographie montre des chasseurs américains posant fièrement devant un énorme tas de crânes de bison. Cela soulève la question, qu'y a-t-il de si fier? Tuer un si grand nombre d'animaux ne peut guère être qualifié de chasse. C'est de l'extermination. Cependant, dans les années 1830, le massacre des bisons était une décision stratégique pour les Américains. Les Amérindiens avaient vécu de la chasse tout au long de leur histoire, et les bisons étaient leur principale proie. Tuer ces animaux était essentiel pour leur subsistance, et ils ne chassaient jamais pour le sport. Pour cette raison, le massacre des bisons ne nuisait pas gravement à leur population. Tout a changé lorsque les autorités américaines ont conçu une guerre secrète contre les Amérindiens en détruisant leur principale source de nourriture. Le général Philip Sheridan lui-même admirait ce plan ingénieux, mettant en avant son efficacité. Il a même proposé de créer une médaille spéciale pour les chasseurs, afin de motiver les gens à tuer autant d'animaux que possible. Dans les années 1860, l'extermination des bisons a atteint son apogée. Au départ, les carcasses étaient traitées pour la viande, mais par la suite, ils étaient tués sans raison. Les Américains se voyaient même offrir le divertissement sanglant de tirer à partir d'une fenêtre de train en passant à côté d'un troupeau de bisons. Le nombre de bisons tués à cette époque a dépassé 2,5 millions par an. Comme l'a noté un biologiste français, les chasseurs américains ont réussi à exterminer au moins 75 millions de ces animaux innocents en 40 ans. C'est un chiffre monstrueux. D'accord, le visage de la fille sur la photographie a l'air terrifiant. Et tout cela à cause de ce masque étrange, en regardant lequel il est difficile de deviner son utilité. Il s'avère que cet accessoire n'est rien d'autre qu'un bonnet de bain. La natation était une activité très populaire dans les années 920 et 930. À cette époque, les premiers accessoires pour cette activité ont commencé à apparaître. L'un d'eux était ce bonnet inhabituel, fabriqué en 1928. Vous pouvez vous demander, pourquoi a-t-il l'air plus d'un masque et pourquoi couvrir le visage en nageant? La réponse est simple. Le créateur du bonnet le présentait comme un accessoire de protection de la peau. Lors de la baignade dans des piscines extérieures ou des plans d'eau, notre corps reste dans l'eau, tandis que la tête reste à la surface, exposée aux rayons du soleil nocif. Avec ce bonnet, la peau du visage de la personne reste protégée. Bien que l'idée semble utile, très peu de gens voulaient nager avec un tel bonnet. La mascotte de la chaîne de restauration rapide mondialement célèbre McDonald's s'appelle Ronald McDonald. Nous le connaissons comme un clown joyeux aux cheveux roux avec un maquillage éclatant, portant des chaussettes à rayures, une chemise et une combinaison jaune. Mais en 1963, il avait l'air différent. Cette photographie capture la première image du clown Ronald. Un sourire sauvage et un regard, des cheveux en bataille, une tasse sur son nez, une boîte de pizza sur sa tête et un maquillage inquiétant. Pour nous, gens modernes, une telle image semble extrêmement peu attrayante. Mais en 1963, même sous cette forme, Ronald a réussi à conquérir le cœur des adultes et des enfants. Le rôle de la première mascotte de McDonald's a été joué par Willard Scott. À l'époque, il était un acteur très populaire, jouant le rôle de Bozo le clown. C'est ce personnage qui a inspiré les dirigeants de la chaîne de restauration rapide, et ils ont décidé que leur mascotte serait aussi un clown. Ronald de Willard Scott n'est apparu que dans 3 publicités, après quoi l'acteur a été licencié en raison de son poids. Ironiquement, la société ne voulait pas que la restauration rapide soit associée à des personnes en surpoids. Cette photographie a été prise pendant l'épidémie de grippe espagnole. La pandémie massive a sévi de 1918 à 1920.
Le pays où se trouvait le patient zéro demeure inconnu, bien qu'un des premiers cas d'infection ait été enregistré dans le Kansas. Il est donc incorrect de supposer que la grippe espagnole a été nommée ainsi parce qu'elle provenait d'Espagne. En réalité, l'Espagne a été le premier pays à annoncer publiquement la flambée du virus, car c'était un pays neutre pendant la Première Guerre mondiale. Peu importe où le virus est apparu, la grippe espagnole est devenue un véritable désastre. La maladie s'est répandue sur tous les continents habités. Environ 550 millions de personnes ont été infectées. Le nombre de décès estimés pendant la pandémie varie de 25 à 100 millions de personnes. L'issue fatale survenait généralement en raison d'une pneumonie sévère. En 2020, nous avons été confrontés à une situation similaire avec l'éclatement de la coronavirus à l'échelle mondiale. Par conséquent, la photographie représentant une famille masquée résonne profondément chez les personnes modernes qui ont vécu les mandats de masque. Dans l'un des réseaux sociaux, une fille a partagé une photographie de sa grand-mère. Elle a dit qu'une fois, en feuilletant un album familial, elle a remarqué un détail étrange. Sur cette photo, sa jeune grand-mère était assise sur une chaise, tenant un pistolet dans une main. Dans l'autre main, la petite fille a remarqué des traces d'une poudre blanche, ressemblant à de la poudre de talc. Lorsqu'elle a décidé de découvrir ce que c'était, sa grand-mère a avoué qu'elle s'entraînait secrètement à la lutte. Malgré sa beauté et sa délicatesse, elle a su se défendre dans des combats contre des hommes. À la fin du 19e siècle, l'un des lieux de divertissement les plus populaires à Paris était le cabaret de l'enfer, qui se traduit littéralement de l'anglais par cabaret infernal. Il a été construit en 1892, mais a été démoli en 1950. Par conséquent, il ne peut désormais être vu que dans des photographies survivantes. Les propriétaires ont abordé sa conception de manière créative. La porte d'entrée avait la forme de la bouche d'un démon aux yeux grands ouverts, symbolisant un portail vers l'enfer. Les murs extérieurs étaient ornés de dessins et de sculptures dans le même thème. À l'intérieur, les visiteurs étaient accueillis dans une atmosphère lugubre. Une musique menaçante retentissait dans tout l'établissement. Les murs ressemblaient à une grotte et le plafond présentait des sculptures représentant divers démons tourmentant des âmes et des corps humains. Naturellement, cet endroit unique était très prisé auprès des Parisiens. Fait intéressant, inspiré par ce cabaret, une autre personne a ouvert un café voisin appelé Heaven, recréant une ambiance opposée. En 1948, une photographie horrifiante est apparue dans de nombreux journaux américains. Elle montrait une femme avec 4 enfants assise sur des marches. À côté d'eux se trouvait une grande pancarte qui disait « À vendre, 4 enfants ». Certaines personnes pensaient que la photo était mise en scène, mais l'histoire était réelle. La femme sur la photo s'appelait Lucille, et à ce moment-là, elle était enceinte de son 5e enfant. Son mari avait perdu son emploi et était parti sans argent. Ils ont eu recours à cet acte monstrueux. Malgré le fait que de nombreuses personnes aient vu la photographie, personne n'a aidé le mari de Lucille à trouver du travail. Cependant, les enfants ont finalement été vendus. Une fille nommée Anna et son petit frère Milton ont été achetés par une famille de fermiers, John et Ruth Zottman. Les enfants ont beaucoup souffert dans leur nouveau foyer, où ils étaient battus et contraints de faire des travaux forcés toute la journée. Pendant son adolescence, Milton ne pouvait plus supporter les abus et s'est rebellé contre son beau-père. Pour cet acte, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique. Après sa libération, il a retrouvé sa mère biologique. À ce moment-là, Lucille s'était remariée et avait 4 autres enfants. Après avoir vécu avec sa mère pendant plusieurs années, Milton a déménagé à Chicago et s'est marié. Sa sœur, Anna, a été violée par des voyous. Lorsque les fermiers ont appris sa grossesse, ils l'ont envoyée dans un foyer pour femmes isolées du Michigan. Le destin des 2 autres filles est en grande partie inconnu, sauf que l'aînée, Sue, est décédée en 1998 d'un cancer. Peut-être que le plus chanceux était le 5e enfant de Lucille, Bedford. Au moment où la photo infâme a été prise, il était encore dans le ventre de sa mère. À l'âge de 9 mois, Bedford a été adopté par les McDaniels. Ils ont dit que lorsque le garçon a été pris, il était émacié, sale et couvert de puces. Mais ils ont réussi à le transformer en une personne saine et normale. Maintenant, Bedford vit à Washington et aide à élever ses petits-enfants. La plupart des photographies de guerre sont d'une manière ou d'une autre liées à la cruauté et à la mort.
Cette photographie est une exception à la règle. La photographie a été prise pendant la guerre de Corée par l'un des soldats. Elle capture une histoire touchante de sauvetage d'une petite vie. Un soldat américain nommé Frank Payton a entendu un pleur plaintif sur le champ de bataille. Sous un buisson, il a remarqué un petit chaton aveugle abandonné par sa mère. Sans hésiter, Frank a pris le chaton avec lui. Sur cette photographie, vous pouvez voir le soldat nourrissant soigneusement le chaton sans défense avec une pipette. La photographie a fait la une de nombreux journaux américains. Frank est devenu l'un des soldats les plus célèbres des années 1950 pour son acte honorable. Maintenant, cette photographie montre que même la guerre ne peut pas détruire la bonté si elle existe dans le cœur humain. Cette photographie est unique. Grâce à elle, nous pouvons aujourd'hui voir comment s'est déroulée la construction du plus grand barrage Hoover et apprécier l'ampleur de cette structure exceptionnelle. La photographie montre les dirigeants des entreprises investissant dans le projet à l'intérieur d'un massif tuyau en acier de 45 tonnes, suspendu au-dessus du futur barrage. La photographie a été prise en 1935, un an avant l'ouverture officielle du barrage. Le barrage Hoover est situé dans le lit inférieur du fleuve Colorado, dans le Black Canyon, à la frontière entre les États de l'Arizona et du Nevada. Le barrage abrite le lac Mead, le plus grand réservoir des États-Unis. La construction du barrage a commencé en 1931. Il a été nommé d'après le 31e président des États-Unis, Herbert Hoover. Au printemps, le fleuve Colorado débordait souvent de ses rives, inondant les terres agricoles. Pour résoudre ce problème, un projet de construction de barrage a été élaboré. La structure devait aider à normaliser le niveau du fleuve et le nouveau réservoir deviendrait la source d'eau pour Los Angeles et d'autres régions du sud de la Californie. Plus de 5000 personnes ont participé à la construction du barrage. Son coût s'élevait à 49 millions de dollars. En tenant compte des prix d'aujourd'hui, cela représente près d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, le barrage Hoover est le plus grand barrage du monde. Sa longueur est de 379,2 mètres, sa largeur à la base est de 200 mètres et sa hauteur est de 221,4 mètres. La puissance maximale de sa centrale électrique est de 2074 MW et la superficie totale du lac Mead est de 639 km². La veille de la Toussaint est considérée comme le seul jour où les esprits des défunts peuvent revenir sur Terre. À partir du XVIe siècle, ce jour-là, les enfants et les adultes portaient des masques effrayants sur le visage et allaient de maison en maison demander des bonbons. Au fil des ans, les costumes d'Halloween se sont de plus en plus détachés du thème des vacances. De nos jours, lors des fêtes, vous pouvez croiser des gens déguisés en super-héros ou même en personnages d'anime. De tels costumes ne suscitent pas la peur, contrairement aux costumes du début du XXe siècle. Cette photo est juste un exemple de la façon dont les gens s'habillaient pour Halloween dans les années 1930. Regarde ces énormes masques sur leur tête. Il y a des représentations de personnes malfaisantes, d'animaux, et même un Mickey Mouse maléfique. Bien sûr, la photo en noir et blanc ajoute de la tristesse à ces images. Mais si vous rencontriez quelqu'un dans un tel costume la nuit, vous pourriez vraiment avoir peur. Grâce aux photographies du siècle dernier, nous pouvons apprendre les événements et les activités les plus étranges qui se sont déroulés à l'époque. Par exemple, vous ne devineriez jamais ce qui se passe sur cette photographie et pourquoi des masques similaires à celui que portait Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux sont portés par les femmes. Il s'avère que la photographie capture les participantes du concours des yeux les plus beaux qui a eu lieu en Californie en 1930. Comme vous pouvez l'imaginer, le but était de sélectionner la femme ayant les plus beaux yeux, d'où le fait que le reste du visage était caché sous un masque. On ne sait pas pourquoi un tel design étrange a été choisi pour les masques. Les femmes avaient à la fois un aspect ridicule et effrayant, malgré le fait qu'il s'agisse d'un concours de beauté. Fait intéressant, des concours similaires ont été organisés chaque année pendant de nombreuses années, mais par la suite, le masque a été remplacé par un foulard couvrant le visage sous les yeux. Cette photographie a été prise au début du XXe siècle. À cette époque, les enfants n'étaient pas gâtés par des gadgets et une abondance de jouets. Ils appréciaient les promenades avec leurs parents, les interactions avec leur père, et trouvaient toujours des activités qui leur plaisaient. Le garçon sur la photographie était l'un de ces enfants du siècle dernier. Sur l'image, il se tient là, le cœur battant,
tandis qu'il attend que son père lui donne un cadeau d'anniversaire. Le petit garçon ne sait pas encore que son papa tient derrière son dos ce dont il a toujours rêvé, un petit chiot blanc tout fluffy. Nous ne savons rien de ce petit garçon, mais en regardant cette photographie, nous ressentons ce qu'il a ressenti à ce moment-là, et nous pouvons tous imaginer le bonheur immense et sincère qui est resté hors caméra.